pour vous présenter aujourd'hui donc ces zones grises du recrutement international dans le secteur manufacturier. Bien, tout simplement, ça part de constats qu'on a déjà établis depuis ce matin, l'introduction de Daniel, puis la conférence de Marie-Jeanne. On constate, et vous le savez, donc une forte augmentation des personnes avec des statuts temporaires au Québec. Donc les dernières estimations sont à peu près à 470 000 personnes sur le territoire sous différents programmes, donc des programmes de travailleurs étrangers temporaires, de la mobilité internationale et des étudiants internationaux. Dans la présentation d'aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus aussi aux personnes sous permis fermé, donc du PTET, dans le secteur manufacturier. Pourquoi? Parce qu'on a observé qu'il y a une surreprésentation donc, des personnes avec des statuts temporaires dans différents secteurs d'activité, dont celui du secteur manufacturier et en parallèle une forte demande de main-d'œuvre dans ce secteur-là, donc un recours plus important au recrutement international. Sauf qu'en parallèle, on observe que dans ce secteur, on a et ça c'est le début de la recherche aussi de Clara qu'elle va vous présenter, donc des entreprises qui n'avaient jusqu'à présent ou jusqu'il y a quelques années que très très peu recours en fait au recrutement international et à la main-d'œuvre immigrante en général. Donc, face à ces besoins accrus de main-d'œuvre, se sont aussi développées donc des agences de recrutement international et de placement qui ont vu aussi cette opportunité face à des entreprises qui étaient un peu démunies pour ce type de pratique. C'est une spécificité aussi dans la région de Chaudière-Appalaches, parce qu'on a une forte représentation aussi du secteur manufacturier. Donc en fait, on s'est rendu compte que cette région était un bassin vraiment tout à fait intéressant en fait, pour lancer une étude exploratoire. Donc ce qu'on vous présente aujourd'hui, ce ne sont pas des résultats qu'on va peut-être généraliser à l'ensemble des régions. Toutefois, ça fait état d'une situation importante pour laquelle il y a d'énormes zones grises et c'est ce qu'on souhaite donc établir pour soulever un peu lever le voile sur des situations qui sont plutôt complexes et pour lesquelles il y aurait lieu d'avoir plus de contrôle en tout cas. Bref, on vous explique tout ça. Donc, merci Aline pour cette introduction. Donc c'est ça, en fait, les pratiques, on a décidé de s'intéresser aux pratiques de recrutement international des travailleurs et travailleuses migrants temporaires donc dans le secteur manufacturier à travers l'exemple de la région Chaudière-Appalaches. Parce que en fait, elles ont été que très peu explorées finalement dans la littérature, en réalité, alors qu'en fait, elles sont incontournables pour les entreprises régionales et notamment industrielles. En fait, la littérature elle va montrer qu'il y a un développement croissant du nombre d'agences de placement puis d'agences de recrutement international sur le marché du travail qui est en lien avec l'augmentation des emplois atypiques, donc le temps partiel, le travail temporaire, le travail autonome, etc. Et ça fait écho aussi à l'augmentation du nombre de travailleurs et travailleuses temporaires sur le marché du travail québécois qui se manifeste aussi par l'élargissement des programmes d'immigration temporaire au Canada puis au Québec. Et donc, la littérature, elle montre que les agences de recrutement international, elles sont de plus en plus nombreuses et qu'elles prennent différentes formes. Donc, ça peut être des petites à moyennes à grandes entreprises. Sur le marché. Généralement, donc, elles obtiennent un permis de la CNESST pour pouvoir recruter donc, à l'international. Mais la littérature, elle montre aussi qu'il existe différentes formes d'agences, et notamment des agences plus petites agences, qui sont des agences qui vont œuvrer sans permis délivré par la CNSST, qui sont représentées par une personne, une adresse mail, un numéro de téléphone, avec plus ou moins une localisation géographique définie. C'est ce qu'on appelle les agences donc, fantômes en fait. Et donc ça a été plus ou moins exploré dans la littérature, mais il y a eu en fait peu ou pas d'études sur les pratiques justement de ces différentes formes d'agences.
et sur la façon dont ils vont aller recruter les travailleurs et travailleuses qui viennent sur le marché du travail québécois. C'est pourquoi cette étude, elle va viser justement à s'intéresser, à dresser un portrait des processus et pratiques de recrutement international dans le secteur manufacturier à travers l'exemple de la Chaudière-Appalaches. Et donc il y a 3 objectifs à cette étude, c'est de lever le voile sur les zones grises de ce système qui est en fait un système tentaculaire comme on va le présenter juste après, de participer à un plaidoyer aussi concernant les pratiques de contrôle de ces processus-là, de ces pratiques de recrutement international et plus largement des conditions d'emploi des travailleurs et travailleuses migrantes temporaires, et à montrer aussi les risques de précarisation et de discrimination de ces différentes pratiques pour les travailleurs. Donc comme elle l'a expliqué Aline, ce rapport de recherche il se situe en fait en parallèle de mon travail de recherche de mémoire qui s'intéressait aux représentations sociales des travailleurs et travailleuses migrantes temporaires en emploi dans le secteur manufacturier de la région Chaudière-Appalaches, pour lesquels j'ai pu rencontrer différentes entreprises, des organismes communautaires, des acteurs-actrices municipaux et des agences de recrutement international. Donc, pour cette recherche-là, on a mis en place une méthodologie donc, qualitative avec 18 entretiens semi-dirigés. Donc j'ai pu rencontrer 6 entreprises, donc 4 PME puis 2 grandes entreprises qui se situent donc dans la fabrication textile, de bois, des alumineries, des fonderies, de la pétrochimie aussi, dans le secteur industriel de la région Chaudière-Appalaches, puis 5 agences de recrutement international, donc 4 privées, donc généralement des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas forcément spécialisées dans le recrutement pour le secteur manufacturier, mais qui vont aller recruter pour différents secteurs d'activité. Sans forcément de lien entre les secteurs d'ailleurs. Et aussi géographiquement, elles sont présentes dans tout le Québec. Donc ce n'est pas uniquement des agences que j'ai rencontrées qui vont recruter pour le Québec ou pour certaines régions au Québec, mais qui vont recruter soit partout au Québec, soit aussi dans d'autres provinces canadiennes, comme notamment la Colombie-Britannique. Et j'avais aussi une des agences qui n'était d'ailleurs même pas présente physiquement au Québec, puisque le siège était situé en France et il n'y avait aucun représentant finalement au Québec. Mais ils recrutaient pour des entreprises québécoises. Donc les données récoltées, elles ont été analysées puis codifiées à l'aide du logiciel NVivo, etc. Je veux bien préciser quand même qu'il s'agit d'une étude exploratoire, comme l'a expliqué Aline, que ça ne prétend pas du tout à la généralisation des pratiques de recrutement dans l'ensemble du Québec de la part des agences de recrutement international privées. Mais qu'il semblerait, au vu des résultats que j'ai obtenus, que ça montre quand même une certaine pratique partagée par un certain nombre d'agences, en tout cas sur le terrain que moi j'ai mené. Donc pour commencer, je vais vous présenter rapidement les résultats de la recherche qui montrent... Voilà. D'abord, avant de commencer, je voudrais simplement faire un petit point sur les différents processus de recrutement international qui peuvent exister dans la région avec les personnes avec qui j'ai pu discuter. Pour souligner que les pratiques de recrutement international, elles peuvent prendre différentes formes, notamment d'abord pour les entreprises participantes. Donc là, voilà. Donc pour les entreprises participantes, on a pu remarquer que le clé en main, donc c'est la stratégie la plus répandue. Donc c'est le fait de passer donc par une agence de recrutement international, c'est la stratégie la plus répandue puis la plus populaire parmi les entreprises que j'ai pu rencontrer. Donc l'idée c'est que les agences de recrutement international, elles vont proposer aux entreprises un forfait de services où les entreprises en auront à faire entre guillemets le moins possible. L'agence va proposer justement un prix pour l'ensemble du processus de la définition des besoins de l'entreprise à la sélection des candidats, à la réalisation des contrats de travail, des permis de travail, des démarches d'immigration, etc., jusqu'à l'arrivée, voire parfois jusqu'à l'accueil des travailleurs. C'est une stratégie qui est privilégiée par les entreprises parce qu'elle est perçue comme gage de qualité, car, comme l'a expliqué Aline aussi auparavant, la majeure partie des entreprises, elles ne sont pas formées pour faire du recrutement à l'international. Donc là, comme on le voit dans la citation que j'ai mis ici, il y a une entreprise qui m'explique qu'eux, ils ont décidé de prendre le contrat à gros prix parce qu'ils ne savent pas, ils ne veulent pas faire, puis ils payent pour que ça aille le plus vite possible aussi. Lié évidemment aux conditions du marché du travail, avec la pénurie de main-d'œuvre, etc. Donc c'est ça. C'est une procédure qui reste très coûteuse, comme l'explique cette entreprise. C'est en moyenne entre 7 000 et 15 000 $ par travailleur. Mais pour autant,
c'est vraiment perçu comme une pratique qui est incontournable pour les employeurs, notamment en lien avec la rentabilité puis la qualité de la main-d'œuvre. Je voulais aussi quand même montrer qu'il existe différentes sortes de recrutement possibles de la part des entreprises, pas seulement par des agences de recrutement international. J'ai des entreprises qui ont recruté des travailleurs migrants temporaires qui étaient déjà présents sur le territoire, donc via soit des agences de placement ou du référencement par le biais d'autres travailleurs, etc., qui sont passés par leur entreprise. Il y a aussi des entreprises qui vont recruter les conjointes, majoritairement les conjointes des travailleurs présents dans la région, qui vont d'ailleurs se spécialiser uniquement dans le recrutement des conjointes des travailleurs migrants. Puis, il y a aussi le recrutement de travailleurs migrants temporaires qui vont être situés à l'étranger. Donc, c'est-à-dire que c'est des travailleurs qui vont être sous permis de travail fermé, sous un statut temporaire au Canada, mais qui vont rester travailler à l'étranger pour un temps donné, dans l'idée potentiellement de les faire venir au Canada à un moment donné. Voilà, ça c'était un des cas qui existait. Pour aller plus loin dans la pratique de recrutement international par agence, là, je vais vraiment m'axer sur les différentes stratégies qui peuvent exister au niveau du clé en main qui est proposé par les agences de recrutement international majoritairement privées. Je voudrais quand même dire qu'il a été quand même difficile d'obtenir des informations précises sur justement l'étendue des stratégies qui peuvent exister et simplement le processus en lui-même de recrutement international, parce que les agences étaient quand même assez méfiantes ou juste simplement souhaitaient rester discrètes sur cette question-là. Donc il y a plusieurs stratégies qui peuvent exister. Je vais vous en montrer quelques-unes ici. D'abord, il y a des agences qui sont mandatées par le gouvernement pour travailler avec des services gouvernementaux dans les pays de recrutement. Donc ces agences, elles vont utiliser les outils gouvernementaux en fait, des pays de recrutement. Les entrevues, elles montrent que justement, c'est des agences qui souhaitent s'émanciper finalement d'intermédiaires locaux pour des raisons de fraude, etc. Donc là, on peut le voir dans la citation, où l'agente m'explique qu'il travaille spécifiquement à des directions de services d'immigration à l'étranger, qui sont des partenaires du gouvernement du Québec, et dans ces pays-là, qui vont habituellement faire des ententes de collaboration avec les services publics d'emploi locaux. Mais rien ne les empêche de travailler avec des partenaires privés. Mais depuis quelques années, ils ont décidé ils ont de moins en moins besoin de le faire, puis ils se tiennent de loin, de plus en plus de ça aussi, justement pour des questions de fraude, etc., sur lesquelles on pourra revenir juste après. Une autre stratégie qui est ressortie de cette recherche, c'est qu'il y a certaines agences qui vont utiliser les réseaux sociaux et les salons de recrutement pour aller recruter majoritairement des personnes francophones. Donc là aussi, ça va être potentiellement d'autant plus d'actualité avec l'évolution actuelle des programmes d'immigration. Il existe aussi une autre stratégie de recrutement qui est par le référencement. Donc c'est-à-dire que soit l'agence va avoir son propre cercle de contacts sur place à l'étranger, soit ils vont mettre en place un référencement par le biais de travailleurs migrants temporaires qu'ils ont déjà recrutés au Québec dans différentes entreprises. Donc là, comme là je l'ai mis dans la citation de cette agente qui m'explique qu'ils utilisent encore beaucoup le référencement, que les travailleurs ont le droit de donner seulement un nom par référencement pour éviter que ça devienne un système pyramidal, pour qu'ils se fassent de l'argent à travers ce processus de référencement. Donc chaque travailleur donne une référence par année pour pouvoir les recruter à l'étranger. Enfin, il y a d'autres agences qui vont recruter par le biais de développement de filiales dans les pays visés par le recrutement. Donc là, l'idée, c'est toujours dans l'objectif d'aller plus vite, de pouvoir faire venir les travailleurs le plus vite possible et que ce soit le plus rentable pour les entreprises clientes des agences de recrutement. Ils vont développer des bureaux à différents endroits dans les pays de recrutement visés pour recruter. Donc là, comme on le voit avec cette agence qui m'explique qu'ils ont des bureaux depuis 1 an et demi au Mexique pour faire du recrutement direct parce que quand ça passe par les instances gouvernementales, c'est trop long. Donc l'idée, c'est, encore une fois, on le voit, d'aller plus vite. Puis, il y a encore une autre stratégie, c'est évidemment de passer par du recrutement par le biais d'agences locales, qui est aussi quelque chose qui est largement favorisé parmi les agences que j'ai rencontrées. Voilà, comme m'explique cette agence, ils vont recruter avec une agence en particulier aux Philippines.
qui a donc pignon sur rue pour recruter les travailleurs. Puis là, on le voit bien dans cette citation, que l'idée, c'est d'éliminer les délais de passage par l'ambassade des Philippines au Canada, et dans l'objectif de recruter pour n'importe quel type de poste. Donc, comme je l'expliquais avant, ils ne sont pas du tout spécialisés forcément dans le recrutement de manufacturiers. Ça va du journalier au fromager à l'employé de restauration rapide, en passant par les métiers de métallurgie, de bois, la transformation, les mines ou l'industrie automobile. C'est super varié. Donc, on est les mandataires, on est les seuls au Canada avec cette agence. Une autre entreprise ne pourrait pas faire affaire avec cette agence-là parce qu'ils doivent passer par nous à tout prix. Donc, il y a quand même un monopole qui va s'exercer aussi avec cette agence-là. Puis aussi, ce qui revient quand même globalement, c'est que parfois les différentes stratégies, elles sont mobilisées en même temps par les différentes agences, en fonction, j'imagine, de la conjoncture, puis de comment se déroule le marché du travail, puis c'est ça. Donc il existe plusieurs dynamiques de sous-traitance. Tu peux... Ah parfait. Donc là j'ai fait des petits schémas qu'on ne voit pas très bien, j'imagine. Je m'excuse. Donc il y a différentes dynamiques de sous-traitance, notamment dans la mise en contact, la mise en lien avec les travailleurs, où en fait les agences vont passer par différents intermédiaires pour pouvoir arriver à recruter le candidat, la candidate, et pour ensuite le faire venir au Canada. Donc comme on peut le voir dans les deux schémas-là, il y a différentes formes de sous-traitance que j'ai mis ici, avec les différents acteurs que vous pouvez voir, donc ça se lit vraiment de façon horizontale. Donc en fait, il y a différentes dynamiques de sous-traitance, que ce soit dans la réalisation, la sélection des candidatures, soit par le biais, par exemple, comme je l'ai montré ici avec l'exemple d'un recrutement par l'intermédiaire de partenaires gouvernementaux. Par le biais de partenaires gouvernementaux, ils vont aller chercher des candidatures, ils vont faire une première sélection, puis après ils vont la proposer à l'entreprise, qui va passer les sélections, les entrevues, etc. Puis après, là, dans la mise en place des démarches d'immigration, la réalisation du permis de travail fermé, etc., c'était encore très flou. Généralement, on ne sait pas, enfin je dis généralement, mais j'en sais rien. Il y a de la sous-traitance dans la réalisation des dossiers d'immigration, que ce soit par des services juridiques privés ou à l'interne, comme on peut le voir là dans le deuxième schéma. L'idée étant que c'est ça fait comme un millefeuille d'acteurs qui vont entrer en jeu avant l'arrivée du travailleur au Québec. Et puis c'est ça, les relations en fait entre les intermédiaires et les acteurs, elles ne sont pas toujours exactement définies. Ça, c'est ce qui revient aussi beaucoup dans mes entrevues. En fait, finalement, la recherche, elle montre qu'il existe quand même En fait, la sous-traitance, elle va imposer un manque de contrôle et c'est ça, une difficulté de contrôle entre les différents intermédiaires, parce que déjà, on ne sait pas comment les identifier. Et aussi, on ne sait pas quelle est la nature de leur relation aussi, comme là, on peut le voir dans ce troisième schéma-là. Mais il y a encore plus d'intermédiaires et de flou. Toutes les flèches en pointillé, ça montre un peu les zones de flou, où on ne sait pas exactement quelle est la nature de leur relation. Donc, c'est ça. Donc, là, on va faire un point sur les grands faits qui reviennent dans la recherche qu'on a pu mener. Donc, comme je vous l'expliquais, d'abord, le recrutement international, c'est un système tentaculaire qui est empreint donc, de zones grises. C'est des processus qui sont fragmentés par l'intersection en fait aussi de règles, de normes et de différents systèmes législatifs, que ce soit juste à l'échelle du Canada entre le provincial, le fédéral, etc. et les systèmes des pays de recrutement. En fait, les zones grises, elles vont se trouver vraiment aux confins des dynamiques de sous-traitance, car ça implique justement différents intermédiaires dont on ne connaît pas forcément l'identité. Donc c'est ça ce que je disais, donc pas toujours défini, etc. Ce qui va amener en fait à la définition d'espaces de non-droit et une forte dynamique de déresponsabilisation aussi entre les acteurs, sur lequel on va revenir juste après. Le deuxième fait qui revient le plus dans cette recherche, c'est que le recrutement international, il est marqué par une forte marchandisation de la main-d'œuvre. En fait, le recrutement international, il est présenté vraiment comme une pratique commerciale qui se doit d'être rentable pour les entreprises, mais aussi pour les agences de recrutement international. C'est une dynamique qui va fonctionner finalement comme n'importe quel type de marché, donc en fonction de l'offre et de la demande, hein. Donc selon des critères spécifiques. Donc on va le voir. Non, c'est l'autre. Oui, c'est ça, pardon. C'est ça. Donc selon les critères spécifiques, donc là on peut le voir selon le pays d'origine, les stéréotypes qui vont être alloués aux compétences et à l'attitude au travail, selon aussi les délais des processus d'immigration, selon les coûts du recrutement aussi, donc liés au transport, aux frais de dossier, etc.
et selon aussi la connaissance et l'aptitude à apprendre le français, d'après évidemment les agences de recrutement. Donc les travailleurs migrants temporaires, travailleurs et travailleuses migrants temporaires sont présentés en fait comme vraiment des marchandises finalement, comme on peut le voir là avec les 2 citations que j'ai mis ici, où une agente m'explique que notre mandat, je te dirais que c'est jusqu'à la date de livraison, puis une fois que c'est livré, c'est difficile pour nous de garder contact avec le travailleur. Une autre agence m'explique qu'ils offrent une garantie de satisfaction, c'est un peu spécial pour un être humain, mais si en dedans de 3 mois le travailleur ne fait pas l'affaire, on s'engage à le remplacer sans frais. Donc c'est assez éloquent, je pense que je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Et un des critères de la marchandisation, justement, de cette main-d'œuvre, c'est donc le pays d'origine des candidats, voilà, que j'ai expliqué juste ici, où en fait la recherche elle montre que les pratiques de recrutement international, elles vont s'inscrire vraiment dans une division raciale du marché du travail. Comme on peut le voir ici, où les agences vont m'expliquer qu'il y a certaines nationalités qui sont meilleures que d'autres à engager pour tel ou tel poste. Donc là, on peut le voir ici, où un agent m'explique que la culture du travail est la même avec les personnes originaires d'Amérique latine. Je ne pense pas qu'on va s'orienter vers les pays du Maghreb, par exemple. Il y a des agences qui sont spécialisées là-dedans, c'est bien correct. C'est plus que les travailleurs vont être instruits, plus que les travailleurs viennent de l'Occident. Enfin, la main-d'œuvre, elle est plus volatile. Ça, c'est ce qu'on m'a expliqué. Voilà. Donc, finalement, le pays d'origine des candidats est utilisé pour justifier les compétences, les attitudes des travailleurs, travailleuses au travail, la qualification aussi des personnes, évidemment, la flexibilité, la docilité des individus, la volonté, aussi les volontés et les besoins des travailleurs migrants temporaires. On va estimer que s'ils ont envie de rester ou non dans la région, en fonction de leur pays d'origine, comme le montre la 2e citation, où il explique que le recrutement temporaire va très bien avec les latinos, parce qu'on sait que leur intention, c'est toujours de retourner au soleil. Donc c'est ça en fait, le pays d'origine des travailleurs migrants temporaires, ça va justifier en fait un millefeuille de critères auprès des entreprises, et c'est un discours qui va d'ailleurs se retrouver aussi chez certaines entreprises avec qui j'ai pu discuter, évidemment pas toutes, évidemment. Donc c'est ça, c'est basé sur des stéréotypes, sur une perception très occidentalo-centrée. Donc c'est ça. Le 3e fait saillant de cette recherche, c'est que finalement les pratiques de recrutement international que moi j'ai pu voir à travers mes entrevues montrent quand même une surexposition au risque pour les travailleurs et travailleuses qui vont être recrutés. En fait, il existe différents risques, notamment simplement par le fait qu'il y a un problème dans la circulation des informations entre les acteurs, et notamment pour les travailleurs et travailleuses. Il y a différentes dynamiques, notamment de manque d'informations d'abord. Déjà, j'ai pu discuter avec différents organismes communautaires qui m'ont expliqué qu'il existe des travailleurs qui viennent et puis qui finalement ne savent pas exactement pour quel type de poste ils ont été embauchés, ou que le type de poste pour lequel ils ont été embauchés a finalement changé lorsqu'ils sont arrivés dans l'entreprise. Et ce qui peut être lié aussi aux différentes intermédiaires qui vont jouer un rôle dans le processus de recrutement international, où finalement le travailleur n'est pas entièrement informé de ce pourquoi il a été embauché, ou il a été recruté. C'est ça, en fait, ils vont avoir généralement un gros manque d'informations, mais ça je l'apprends à personne, notamment aussi sur leurs droits au Québec. Et ce qui va amener aussi à des dynamiques de désinformation qui vont potentiellement amener aussi au paiement de frais de recrutement illégaux, ce qui est totalement illégal au Québec et au Canada. Comme l'explique cet intervenant, ce sont des gens qui gagnent chez eux 6 à 9 $ par jour et qui ont payé 1 500 pour être sélectionnés par l'agence. Ils viennent ici pour 6 mois à 2 ans, puis le premier mois, ça sert à payer la dette qu'ils ont chez eux. Donc c'est ça, il y a aussi des dynamiques de désinformation entre les agences de recrutement international et les travailleurs migrants temporaires. C'est des informations que j'ai pu retenir plusieurs fois parmi les organismes communautaires avec qui j'ai discuté, où on m'explique qu'il y a des agences qui ont raconté des mensonges aux personnes immigrantes, qui les harcelaient de textos en les menaçant, etc. Et en faisant de la manipulation psychologique auprès des travailleurs. Néanmoins, la recherche elle montre quand même que les organismes communautaires, ils n'obtiennent pas forcément beaucoup d'informations autour du recrutement international, et que ça reste que c'est encore très difficile dans
la circulation des informations. Donc ça m'amène au quatrième fait saillant de cette recherche, qui est donc le rôle essentiel des organismes communautaires. Je pense que je ne l'apprends à personne. Ils sont essentiels, sont des piliers dans l'accompagnement des personnes migrantes temporaires pour leur assurer un bon accueil, une bonne intégration et aussi simplement de les informer sur leurs droits. Je voulais quand même le mentionner parce que c'est quand même très important, puis ça ressort vraiment beaucoup dans la recherche. Cependant, la recherche elle montre quand même que les organismes ils sont parfois limités dans leurs actions, liés à la définition de leur mandat et parfois des problèmes de communication qui vont exister entre les différents acteurs au niveau régional. Et il y a des problèmes aussi de prise de responsabilité. Parfois, il y a des organismes qui ont du mal à savoir où se situer dans leur action par rapport aux travailleurs migrants temporaires et aussi par rapport au recrutement international. Et aussi, je voudrais quand même signifier qu'il existe encore des dynamiques de méfiance quand même entre les agences de recrutement, les organismes communautaires et certaines entreprises. Évidemment, ce n'est pas la majorité, mais ça existe toujours. Et ça peut aussi empiéter sur le travail des organismes communautaires parce qu'on voit de plus en plus des agences de recrutement international qui vont développer des services d'accueil puis d'intégration des travailleurs qui vont être aux frais des entreprises, ce qui fait en sorte que les organismes communautaires n'aient plus accès aux travailleurs qui sont présents dans la région. Fait que c'est quand même important pour les informer de leurs droits, puisque la circulation d'informations elle est quand même essentielle pour les travailleurs et travailleuses. Le dernier fait important de cette recherche, c'est que finalement, l'étude des pratiques de recrutement international, elle montre une déresponsabilisation flagrante des différents acteurs concernant justement la prise de responsabilité quand il y a un problème dans l'organisation des pratiques de recrutement, notamment de la part des agences de recrutement international qui vont se désengager auprès du travailleur et de l'entreprise sous prétexte de ne pas vouloir s'immiscer dans la relation de travail, donc employé-employeur, qui est d'ailleurs une relation qui n'est plus dualiste, mais qui est multipartite, puisqu'il y a énormément d'intermédiaires qui vont s'insérer dans cette relation-là. Et en fait, la recherche elle montre qu'il existe un jeu de ping-pong entre les différents acteurs qui se renvoient la balle pour savoir qui est responsable de quoi si jamais le contrat n'a pas été respecté, si jamais le travailleur a payé pour être recruté, etc. Comme l'expliquent ces agences-là, qui m'expliquent que de manière générale, c'est davantage le ministère de l'Immigration qui souhaite garder cette prérogative au niveau des travailleurs. Une fois qu'ils ont fini d'être recrutés, le lien avec les travailleurs reste entre le travailleur puis l'employeur. Et une autre agence m'explique que leur service s'arrête vraiment à l'entrée à la frontière, quand la personne a son permis de travail dans les mains. Donc c'est ça. Puis la déresponsabilisation, elle est aussi intense, car elle est aussi renforcée par les dynamiques de sous-traitance. On ne sait pas qui est responsable de quoi, puis comment les informations vont se rendre jusqu'aux travailleurs. La recherche elle montre qu'il semble exister quand même un manque de contrôle finalement dans les pratiques auprès des différents acteurs et des différents intermédiaires, comme l'explique cet intervenant par la suite. Le problème au niveau des responsabilités entre l'agence et le recrutement, c'est que l'agence ici est responsable, mais elle va dire que les agences là-bas connaissent les normes, mais elles n'ont pas le contrôle sur le fait qu'elles connaissent vraiment les normes, notamment les agences qui sont présentes localement. Cependant, ce qu'on voudrait souligner aussi, c'est que l'ensemble des acteurs doivent se sentir quand même responsables des pratiques de recrutement international, qu'elles doivent être aussi contrôlées pour le seul motif qu'elles ne respectent finalement pas la charte des droits et libertés de la personne, notamment le droit à l'égalité, à la reconnaissance des droits et aux libertés individuelles, et que finalement nul ne peut exercer de la discrimination à l'embauche, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je laisse Aline conclure. Merci beaucoup Clara. Donc au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord, on retient que ce sont des situations qu'on a pu observer à partir des témoignages recueillis par divers acteurs. Donc ce ne sont pas des situations isolées. Certes, ce ne sont pas des situations qu'on va généraliser à l'ensemble des pratiques de recrutement international dans la région, mais ce ne sont pas des situations isolées. On voit qu'il y a de multiples facteurs qui structurent en fait les pratiques de recrutement international.
Le recours en fait aux agences de recrutement dans la région, il semble actuellement, d'après les témoignages recueillis, absolument incontournable. Ces pratiques-là sont normées. Toutefois, en raison des multiples facteurs qui structurent ce recrutement, comme Clara en a parlé, ces facteurs qui sont associés au choix des bassins de main-d'œuvre, au statut des candidats recrutés, à l'anticipation aussi de la rapidité ou non là, des procédures d'immigration, font que ça donne une place importante aussi à ces agences de recrutement qui sont bien plus qu'un seul maillon là, à l'étape du recrutement, mais ça structure vraiment l'ensemble des étapes du processus. Donc ces pratiques-là, elles sont multiples et étendues jusqu'à, comme on l'a vu, les pratiques d'accueil et d'intégration en milieu de travail. Au-delà de la diversité de ces pratiques, on observe des dynamiques qui sont fondamentalement discriminatoires, en raison notamment des critères liés à l'efficacité anticipée en fait, des processus migratoires et des stéréotypes associés à l'origine des candidats. D'ailleurs, ces stéréotypes-là sont utilisés comme des arguments promotionnels par certaines agences qui ne s'en offusquent pas plus qu'elles s'en cachent, puisque c'est clairement affiché même sur certains sites internet là, de recrutement. Si vous souhaitez recruter pour telle compétence, allez plutôt chercher des candidats de telle origine, etc. On pourra y revenir pendant la période de questions. Donc, la qualification, les compétences et la productivité anticipée des candidats, elle est fondée dans plusieurs cas sur une logique de hiérarchisation liée à l'origine des personnes. D'où ce qu'on dénonce comme une véritable marchandisation des travailleurs temporaires. Et l'utilitarisme migratoire, qui est dénoncé déjà par de nombreux chercheurs, mais cette logique affichée d'un développement économique gagnant-gagnant pour les pays d'origine comme pour le secteur manufacturier, en fait, il n'est évidemment qu'apparent, puisque toutes ces pratiques, et on en vient donc aux zones grises, il y a à de multiples étapes de l'ensemble du processus des risques potentiels d'abus et de non-respect des droits des personnes. Puisque ces pratiques donc, s'exercent sous diverses législations, des éléments qui relèvent du provincial et du fédéral au Québec et au Canada, des pratiques qui relèvent des lois canadiennes et des lois des pays d'origine des travailleurs qui sont recrutés. On se retrouve dans une espèce de brouillage en fait, des frontières législatives et normatives, et on observe que les acteurs vont avoir tendance à se déresponsabiliser et à fermer les yeux sur certaines pratiques irrégulières. Et force est donc de constater qu'on a une faiblesse dans l'organisation collective des différents acteurs, régionaux, provinciaux, fédéraux, dans l'ensemble de ces pratiques de recrutement. Ce qui nous amène à dire qu'on devrait avoir une plus grande attention vraiment sur ces enjeux de discrimination possible et de sous-traitance, et imposer davantage de transparence. Donc, d'où notre conclusion ici sur une nécessaire mobilisation là, de l'ensemble des acteurs. Donc, pour des politiques publiques qui soient plus efficaces, on dit à encadrer donc, ces pratiques de recrutement international. Et bien entendu, donc les conditions aussi d'emploi et de travail des travailleurs migrants temporaires, dans la mesure où, et on a déjà commencé à en parler aussi depuis ce matin,
toutes ces zones grises vont faire qu'il y a de la déresponsabilisation par rapport à la formation, par la prévention aussi en termes de santé, sécurité du travail, à la francisation en milieu de travail. Bref, toutes ces zones grises-là sont des zones potentielles d'abus et de non-respect des droits des personnes. Donc, on aimerait, par les résultats de cette recherche-là, inviter plus directement, en fait, les politiques publiques à se pencher sur ces zones grises des pratiques de recrutement international. Merci beaucoup. Allô, Gabriel Benjamin-Antonis, je suis du Journal. J'ai deux questions. La première, c'est que vous avez mentionné certaines agences de recrutement qui identifiaient des problèmes dans les pratiques des agences locales dans les pays étrangers qui faisaient le recrutement européen pour elles, qui se détachaient de cette entente de partenariat suite à ça. Est-ce que vous avez entendu ces mêmes agences de recrutement parler de pratiques problématiques du côté des employeurs ici au Québec et au Canada, ou des autres agences de recrutement qui sont leurs compétiteurs? Est-ce qu'elles ont nommé un problème avec comment se comportent d'autres acteurs au Canada, ou juste des acteurs à l'étranger? Et l'autre question, une question commentaire. La question de la garantie de satisfaction que les agences de recrutement offraient, on comprend pourquoi elles doivent faire ça pour sécuriser son client, l'importance de l'investissement, ça la démarque peut-être des autres agences. Je me demande si ça ne crée pas chez l'employeur un désincitatif à intégrer le travailleur, puisqu'il y en a un autre gratuit qui s'en vient s'il fait juste le virer. Donc, dans les cas où il y a un problème, une différence entre le travailleur et l'employeur, est-ce que cette garantie de satisfaction, finalement, est-ce qu'elle ne mine pas le succès de l'image du travailleur-employeur? Merci. Bon, pour la première question, alors, je ne sais plus exactement c'était quoi la question que tu posais par rapport aux entreprises. On approche les pratiques des employeurs et des de recrutement au Canada. Oui et non. C'est-à-dire que moi, dans mes entrevues, ce qui est beaucoup ressorti, c'est la méfiance de fraude par les agences dans les pays de recrutement. Mais encore, j'avais différents discours. C'est-à-dire que j'avais des agences qui me disaient oui, il existe des fraudes, des abus envers les travailleurs par le biais d'agences locales, etc. Et ça, c'était valable dans certains pays. Encore une fois, on avait les lunettes occidentalo-centrées, etc. Et évidemment, il y avait aussi des cas d'entreprises qui abusent de leurs travailleurs, de la force de travail, qui ne comptent pas les heures, etc. Enfin, ça, je pense que tout le monde, voilà. Mais c'est pas ce qui est ressorti, finalement, dans le processus de recrutement. Ce qui, moi, je trouve, qui m'a marqué, moi, c'est vraiment les pratiques des agences. Puis les entreprises, finalement, se retrouvent un peu comme prises avec ça parce qu'elles se sont placées, puis elles se placent vraiment sur le marché du travail comme incontournables. J'ai rencontré aucune entreprise qui ne passait pas ou qui ne sont pas passées dans les 2 dernières années par des agences de recrutement internationales et notamment par le biais d'agences dans certains pays de recrutement. Les entreprises, elles font aussi des tests, elles essayent des choses parce que, comme tu l'as dit, ça coûte cher, c'est un investissement. Donc c'est ça, moi j'étais face à des entreprises qui étaient aussi démunies parce qu'ils ne sont pas formés et qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est le recrutement international. C'est compliqué, c'est du temps, c'est de l'énergie. Eux, ils n'ont pas le temps, ils ont des choses à produire, ils ont une ligne de production qui doit fonctionner. Donc c'est comme un mélange d'enjeux. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Je peux peut-être ajouter. Ouais. Juste ajouter que justement ce système du clé en main fait qu'il y a beaucoup de déresponsabilisation. Moi, j'y connais rien, j'ai payé, ce qui se passe là-bas, je ne le sais pas. Maintenant, dans les différentes agences, parce qu'il y a différents statuts aussi d'agences, puis il faut revenir sur le fait que certaines travaillent aussi, ont des mandats
du gouvernement et travaillent avec les services gouvernementaux. Donc il y a aussi différents agents et il y a effectivement dans les entrevues aussi des agences qui dénoncent les pratiques d'autres agences. Donc il y a différentes pratiques. Donc tout le monde ne travaille pas de la même façon et donc ça faut bien aussi bien le mentionner. Et après, il y a des employeurs aussi qui vont expérimenter et faire affaire avec certaines agences, puis avec d'autres, justement en fonction d'éventuelles mauvaises expériences qu'ils ont pu avoir. Ça ressort aussi avec les organismes communautaires qui vont accepter de travailler avec certaines agences et pas avec d'autres dans les entrevues. Je vais commencer d'emblée en disant que c'est plus 1 500 qui s'est chargé, c'est des fois 20 000 Quinzanais, c'est 4 000 chez les Guatemaltèques, par exemple. Il y a eu en fait d'ailleurs qui a fait un reportage avec les gens des Philippines qui payaient des fois 11 000 pour venir travailler, pour avoir le droit d'avoir un permis ici. Je ne reviendrai pas tout ce qui est dit, puis le rappel que de façon continuelle aussi, on les voit, cette situation-là, particulièrement dans la région où vous avez été arrimés, par exemple. Qui, à peu près 15% des travailleurs arrivent par eux, mais ils génèrent 50% de nos plaintes aux normes du travail. Ça vous donne une bonne idée de la situation. Dans tout ce contexte-là, et par rapport à la conclusion, moi j'en arrive à la conclusion qu'il faut effacer tout ça, et que ce soit une agence gouvernementale qui gère ça. Parce que si on laisse ça au système privé, on voit ce que ça donne. C'est les normes du travail qui ne sont pas respectées, c'est des accidents de travail qui ne sont pas déclarés, c'est ce qu'on voit sur le terrain. Et non ça que l'agence gouvernementale le prenne. Et d'ailleurs, un des arguments des employeurs, c'est que ça nous a coûté de l'argent pour les faire venir ici. C'est pour ça qu'on veut maintenir le permis fermé. Mais non, cet argent-là, arrêtons l'esclavagisme moderne, puis que, dorénavant, l'État s'occupe de les faire venir, s'assure que dans les pays, il n'y a pas de pizzo ou de 4 000 $, parce que ces travailleurs-là, à 9 et 11 $ par jour, ils vont chercher 4 000 $, et souvent des chèques-là, à des taux d'intérêt qui n'ont pas d'allure. Ça aussi, il va falloir que le gouvernement aussi prenne ses responsabilités là-dedans par une agence gouvernementale qui va s'assurer que les lois soient respectées au Canada et bien sûr dans les pays où on va les chercher. Félicitations pour le travail accompli. Je suis fascinée comment, Clara, tu as réussi à faire sortir un langage sans gêne auprès de ces personnes, des agences de recrutement international. Je trouve ça assez hallucinant. On voit bien qu'il y a deux équipes. Il y a les agences de recrutement avec les entreprises, entre guillemets, puis les organismes communautaires, puis les travailleurs indépendants temporaires. Ça aussi, c'est assez incroyable. Ma question, par rapport aux stratégies de référencement, je suis quand même étonnée avec tout ce que Michel vient de dire, justement, que ça puisse même fonctionner, en fait. Est-ce que c'est vraiment une stratégie qui met de l'avant, mais il n'y a jamais personne qui donne de référencement? Ou est-ce que, malgré toutes les conditions, il y en a quand même qui participent à ce référencement? Ben là, en fait, c'est compliqué de répondre à ta question, pour être très honnête. Parce que, encore une fois, on m'a expliqué les différentes stratégies plus ou moins réalisées à l'intérieur des entreprises, tout en étant très floues et parfois très directes, comme vous avez pu le voir sur d'autres sujets, notamment sur le choix du bassin de main-d'œuvre. Mais le recrutement par référencement, ça existe. Ça existe, puis ça fonctionne. À quelle mesure, comment, je sais pas encore c'est encore une autre recherche qui pourrait aller comme là-dedans, mais j'ai pas encore les détails de ça. Mais c'est sûr que ça existe, puis que c'est possible, malgré le fait qu'il y ait des agences qui existent aussi dans les... c'est très très tentaculaire là. Puis ça peut aller aussi juste d'un intermédiaire vers un autre, par un contact. Enfin, je pense que c'est comme... franchement, les formes de recrutement international peuvent être, je pense, extrêmement larges. Et je pense que nous, on a dressé un petit portrait de ce que j'ai pu retenir des personnes avec qui j'ai pu discuter. Mais oui, comme le dit Michel, puis ça, c'est renforcé aussi par le permis de travail fermé, évidemment. Exactement ce que m'expliquait Michel. Donc voilà. Désolée. Merci beaucoup. On remercie.